Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief des championnats de France du contre-la-montre, course féminine, course masculine. Dans cette vidéo on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans ces deux épreuves du côté de Cassel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur ces championnats de France du contre-la-montre, si vous avez pu les suivre en cette journée de jeudi. N'hésitez pas à rajouter la petite cloche. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez faire également un super fan si vous voulez soutenir la chaîne. Je suis en train de préparer le Tour de France. Là en ce moment, si vous voulez savoir ce qui se passe sur la chaîne, EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. En ce moment sur TikTok, dès qu'il y a une équipe qui annonce la composition de son équipe pour le prochain Tour de France, j'en parle dans une vidéo qui fait à peu près 3 minutes. Donc vous pouvez retrouver ça dans TikTok, tous les liens dans la description de la vidéo. Vous avez aussi tout ça sur la bannière, vous avez même un petit message dans l'onglet communauté de la chaîne pour retrouver l'adresse de la page TikTok. On commence tout de suite cette vidéo avec le parcours de ces championnats de France. On avait 31 km 300, c'était le même parcours pour les garçons et pour les femmes. Ce qui est d'une bonne chose parce que c'est vrai que souvent on avait un parcours plus court pour les femmes que pour les garçons, donc c'est bien d'avoir l'égalité au niveau des deux parcours. Parcours qui était très intéressant parce que sur les 3/4 de la course, c'était plat, complètement plat. Et puis vraiment sur la fin, c'était compliqué avec des faux plats, des petites montées. Et vraiment, la dernière montée était très compliquée du côté de Cassel. Et c'est une montée qu'on va retrouver lors des championnats de France. La route n'est pas très large en plus, donc il faudra faire assez attention, que ce soit pour la course féminine samedi, pour la course masculine élite. Dimanche, on fera un débrief de chacune de ces deux courses, samedi soir et dimanche soir. Vous pourrez retrouver tout ça sur la chaîne. Bon, on commence tout de suite avec la course des filles. Cédrine Carbaol, championne de France. C'est bien pour Cédrine Carbaol, c'est très bien même. Elle a rejoint Serratisi en début d'année. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Elle a dit aussi qu'elle a changé son entraîneur. C'est désormais un ancien de BNB Hotel. Elle a fait pas mal d'évolutions dans sa manière de faire. C'était une fille qui tournait autour de toute manière depuis quelques temps. L'année dernière, elle s'était un peu plantée. Et elle était, je crois me rappeler, assez déçue de ce contre-la-montre. Et là, elle a fait un super chrono. Elle fait plus de 40 de moyenne. Et elle est partie assez fort, elle a réussi surtout à finir fort. Elle reprend beaucoup de temps, enfin elle prend pas mal d'avance sur Audrey Cordon-Rago, sur le dernier intermédiaire, où vraiment elle a été solide, Cédrine Carbaol, et c'est une bonne chose pour elle, et puis c'est une bonne chose pour le cyclisme féminin français, parce que c'est vrai que on a un peu Audrey Cordon-Rago, ça fait du bien de voir de la concurrence. Puis comme l'a très bien dit Audrey Cordon-Rago, elle n'avait aucune possibilité de revenir sur elle. C'est-à-dire vraiment elle était plus forte. Puis oui, j'avais oublié, c'est vrai qu'elle a que 22 ans. Donc ça fait du bien. Ça fait partie de cette nouvelle génération. Juliette Labousse et Vita Music. Là aussi, on a une belle génération qui arrive du côté du cyclisme féminin, qui va un peu se tirer à la bourre. Ça, c'est très intéressant. Et puis, c'est une fille, voilà, on savait qu'il y avait un gros potentiel chez elle. C'est pour ça qu'elle avait été prise chez Cofidis, c'est pour ça qu'elle avait été prise chez Arkea. Mais cette expérience à l'étranger lui a fait beaucoup de bien. 6e de la dernière Ride London Classic, comme vous pouvez le voir. 9e du Tour international des Pyrénées, donc elle a été un petit peu particulier. 10e du Festival Lizzie Jacob, là on va parler des courses qui sont bien organisées, et puis vainqueur également du Tour de Normandie féminin, donc des très très bons résultats. Déjà 3 victoires dans sa carrière, c'est vrai que là ce contre-la-montre elle l'a vraiment maîtrisé. C'était pas un chrono facile, parce qu'avec cette dernière partie il fallait vraiment garder
sur la fin et elle a été vite sur la première partie, elle a réussi à en garder sur la fin, elle était très bien posée sur son vélo et surtout dans toutes les montées elle était assise sur la selle, donc vraiment toujours en position de recherche de vitesse et avec un très bon coup de pédale pendant tout le parcours, donc vraiment une belle perf de la part de Cédrine Carbol. Audrey Cordorago, bon, pas championne de France, c'est pas vraiment une surprise non plus. L'année n'a pas été facile pour Audrey Cordorago. Alors bon, faut déjà recommencer de l'année dernière. AVC en septembre, projet BNB Hotel qui tombe à l'eau, équipe espagnole qui ne la paye pas, obligée de changer d'équipe au moment de Roubaix, elle rejoint Human Power Red Half. Donc c'est déjà vraiment pas optimal pour préparer le contre-la-montre et les championnats de France. Autre chose, elle a des objectifs sur le Giro, sur le Tour de France. Autant dire que c'était pas vraiment compatible avec un pic de forme assez tôt comme ça dans la saison, qui aurait pu être problématique parce qu'elle va avoir un rôle beaucoup plus de leader que ce qu'elle avait auparavant du côté de la Trek. Du côté de la Trek, c'était une équipière majeure de l'effectif, mais c'était une équipière. Là, elle va avoir un rôle un peu plus important de concurrente protégée. Audrey Cordorago qui aura beaucoup plus de liberté, mais ça veut dire également des objectifs plus grands. Et je pense qu'elle ne pouvait pas vraiment se préparer comme elle le souhaitait. Et puis l'année dernière, elle avait été championne de France. Le parcours lui convenait peut-être un peu plus aussi. Et du côté d'Audrey Cordorago, elle avait été championne de France aussi parce qu'elle a été arrivée avec beaucoup de fraîcheur. Elle avait assez peu couru sur la première partie de saison parce qu'elle avait été covidée, elle avait eu quelques petits soucis physiques, Audrey Cordorago. Et là, elle est arrivée avec un peu moins de fraîcheur. Un début de saison qui a été compliqué mentalement, là plus que physiquement. Un pic de forme un peu plus tard dans l'année. Et ce qui fait un temps. Et une Cédrine Carbol, une concurrence qui s'est aussi affûtée. Ce qui fait 19 secondes. Elle n'a pas grand-chose par contre à se reprocher. Voilà, elle a donné le maximum. Mais comme elle le disait, elle ne peut pas être déçue. Si ça s'était joué à 2-3 secondes, oui, elle pouvait être déçue. Mais là, bon, il y avait 20 secondes. Non, il y avait une marge entre elle et Cédrine Carbol. Coralie Demey 3e. Très belle perf de Saint-Michel. 4 filles dans le top 10. Margot Pompanon qui fait 9. Dixline, j'arrive toujours pas à prononcer son prénom correctement. Oui, Dilxine, ça c'est pour la dyslexique. Miermont 6e. Et puis Marion Boras qui a un peu souffert sur la fin du parcours qui fait 5. Parce qu'elle était plus dans les temps de Marie Lenette, mais elle a vraiment souffert sur la fin. Mais c'est vraiment bien ce qu'a réalisé Saint-Michel Mavic-Aubert 93, couronné par le podium de Coralie Demey. Coralie Demey, elle l'a dit, sur la première partie de course, c'était vraiment pas l'idéal. C'est une grimpeuse, Coralie Demey. Et sur la dernière partie de course, par contre, ça correspondait vraiment à un peu plus à ses qualités, avec ses bosses, ses changements de rythme un peu plus présents. Et surtout, du côté de Coralie Demey, on avait emmené à 58 dents, ce qui est assez rare chez les filles, d'emmener des aussi gros braquets. Mais elle voulait pas tourner les jambes sur la première partie de course, donc elle s'est dit plus j'emmène gros, moins je vais tourner les jambes. Et c'est pas forcément là où elle a perdu le plus de temps. Elle a plutôt bien géré sur la première partie de course. Elle a bien fini aussi, mais ça on était un peu plus sûr qu'elle finirait bien. Par contre, tenir sur la première partie de course, vu que c'est pas un grand gabarit, c'est vraiment une belle performance. Et puis plus de 40 à l'heure aussi. Marie Lenette 4e. C'est FDJ Suez sur les championnats de France de chrono, ils ont toujours eu du mal. Donc c'est presque une belle performance de la part de Marie Lenette. Il leur manquait aussi Mel Grosse-Tête qui est blessée en ce moment, qui aurait peut-être pu faire quelque chose. Marie Lenette, c'est une fille qui progresse aussi, qui s'améliore parce qu'avant elle était plutôt à 1 minute 40, 1 minute 45. Là, il n'y a plus que 50 secondes d'écart. Donc c'est plutôt intéressant. Surtout qu'elle aussi, elle a un peu souffert sur la fin. Severinero 7. Ça a été compliqué pour Severinero, qui était de retour après une petite période d'indisponibilité. Elle a un peu souffert. Et puis Léa Curigné, 8e. La coéquipière de Juliette Labousse, qui, elle, Juliette Labousse, n'était pas au départ de la course. Du côté des Françaises, Van der Linden, 10e, qui est la première fille amateur. Donc ça, c'est une belle perf. C'est une belle... non, c'est professionnel, pardon.
Enfin, oui, c'est semi-amateur, on va dire. Mais c'est une belle CTW, oui, je crois que c'est. Attendez, je vais regarder Arkea, parce que au niveau des statuts. Euh, oui, non, j'étais pas sur le bon. C'est pour ça que ça me mettait World Tour. Je vais regarder Cofidis. Est-ce que c'est marqué CTW? Parce que c'est vrai que les statuts sont un peu différents. Oui, c'est bien CTW. Donc non, elle a fait une belle perf. Inès van der Linden. Pour tout vous dire, je ne la connaissais pas. 27 ans, première année, voilà, chez les professionnels. Elle a fait une belle performance. Et puis Cécile Lejeune, Tiffaine Laurence, peut-être un peu plus loin que ce qu'on aurait pu penser. Pareil pour Vita Music, 13e. Et donc la première, c'est Baladine Tritch, qui est la première amateur du WC Morteau Montbenoît, avec un temps de 3 minutes 29 pardon, de Cédrine Carbaol. On passe aux garçons, le titre pour Rémi Cavagna. Là, il n'y a pas eu photo non plus du côté de Rémi Cavagna. Bruno Armirail, il a tenu 10 km. Voilà. Et puis, bon, dès le deuxième intermédiaire, c'est compliqué pour Bruno Armirail. Je pense qu'il avait bien préparé le coup, Rémi Cavagna. Le pic de forme était peut-être un peu mieux que Bruno Armirail. Bon, on a senti très vite que ça serait un duel. Et Rémi Cavagna, solide. Et puis, moi, j'avais peur parce que je me disais, est-ce qu'il va tenir sur la dernière partie de course? Parce que parfois, il part très fort, Rémi Cavagna. Et puis, après, derrière, il a un peu du mal. Mais non, il a bien tenu. Il a très, très bien tenu. Et puis, je pense qu'il voulait retrouver ce maillot de champion de France parce que il avait été frustré par la course de l'année dernière. Où il était quand même un peu passé à côté de sa course. Alors Bruno Armirail était très fort, mais lui s'était quand même vraiment écroulé sur ce contre-la-montre. Et là, je pense qu'il avait envie de montrer de quoi il était capable. Et je trouve qu'il fait vraiment une belle performance. Il a été vraiment costaud. Rémi Cavagna. 47 de moyenne sur un parcours avec quand même quasiment 370 mètres de dénivelé positif, c'est-à-dire que c'était quand même assez costaud. C'est solide, ça veut dire qu'il a vraiment été très costaud, qu'il a réussi à en remettre au moment où il le fallait. Donc fort de la part de Rémi Cavagna sur ce parcours vallonné, surtout que face à lui c'était quand même Bruno Armirail qui est pas mauvais non plus sur les parcours vallonnés. Je pense que du côté de Bruno Armirail, le Giro a laissé des traces, un peu de fatigue. Je pense qu'il n'avait pas couru depuis le Giro aussi, Bruno Armirail. Je vais vérifier ça quand même. Et oui, il n'avait pas couru depuis le Giro. Donc voilà, une grosse période de pause. C'était pas forcément facile pour lui, voilà, avec un pic de forme qui était moins bien programmé que l'année dernière. Parce que l'année dernière, il avait prévu un pic de forme pour le Tour de France, auquel il n'avait pas participé et qu'il avait aussi l'état d'esprit revanchard, vu qu'il venait d'apprendre qu'il n'était pas sélectionné pour le Tour de France. Et du côté de Bruno Armirail, il finit pas mal, hein, mais il lui en manquait un petit peu. Pierre Latour, 3e. Alors, il sera content du podium. Je crois qu'il sera moins content de l'écart quand même. Une 13, c'est beaucoup pour Pierre Latour. Après, c'est fou parce qu'il a quand même été double champion de France. Vous savez à qui me fait penser Pierre Latour? Il me fait penser à Christophe Lemaître en athlétisme. C'est un mec qui a commencé très fort, Pierre Latour, comme Christophe Lemaître, et tu as l'impression que, alors qu'on pensait qu'il aurait dû progresser physiquement, mentalement, techniquement sur le vélo, on a l'impression qu'il régresse d'année en année. Pierre Latour, comme Christophe Lemaître. Christophe Lemaître, on a l'impression que son sommet de carrière, ça a été à 23 balais. Ensuite, ça a fait comme ça au niveau de la courbe de progression. C'est un peu pareil avec Pierre Latour. Ça, il finit quand même, alors certes, 3e, mais une 13. Je rappelle qu'au départ, c'était un spécialiste du chrono, Pierre Latour, quand même. Et surtout, moi, j'avais l'impression, quand je le regardais sur le vélo, qu'il n'arrive pas à tenir sa position de contre-la-montre. C'est-à-dire que vous avez une position vraiment où vous êtes le plus aéro possible. Et Cavagna la tenait très bien, Armirail aussi. Benjamin Thomas, lui, tient cette position-là pendant des kilomètres et des kilomètres. Alors que Pierre Latour, il avait beaucoup de mal à la tenir. Et à des moments, tu as la tête qui remonte beaucoup. Et donc, ça doit complètement perturber
l'aéro, et donc forcément il pénètre pas bien dans l'air, parce qu'à des moments il est assez haut sur son vélo, et surtout au niveau de la tête, c'est-à-dire que la tête n'est pas blottie dans les mains, et normalement c'est ça qui est quand même le plus performant au niveau aéro. Donc je pense que c'est dommage qu'il n'arrive pas à tenir sa position aéro, parce que ça peut peut-être te faire gagner 3-4 km/h à certains moments, et surtout te faire consommer moins d'énergie, et être plus aéro. Donc voilà, non, dommage du côté de Pierre Latour, mais bon, quand même troisième, il monte sur le podium. Benjamin Thomas 4. Il n'a pas bien fini, Benjamin Thomas, il a souffert. Après, c'est un peu comme depuis le début de saison pour Benjamin Thomas, c'est-à-dire qu'il il est moins performant que l'année dernière. Et puis on a l'impression, du côté de Benjamin Thomas, qu'il est à la recherche de sa condition physique, qu'il est un peu en retard par rapport à sa préparation, mais c'est ça depuis le début de saison quasiment. Alors il a eu pas mal de chutes, il a eu pas mal de petits soucis physiques, et on a l'impression qu'il est en retard par rapport à sa préparation physique. Après, de là, aller chercher Armirail et Cavagna, peut-être pas, mais de là à finir à moins d'une minute, oui, et le problème c'est qu'il est en dessous de sa condition physique. Jérémy Cabot, toujours là, sur les championnats de France de chrono, toujours très intéressant, donc 5e à 1,33. En plus, c'était pas facile pour Jérémy Cabot, parce qu'il est parti parmi les premiers professionnels, donc il n'avait pas forcément des temps de référence, il ne savait pas trop à quoi s'attendre. Donc ça, c'est vraiment une belle performance de sa part. Donc vraiment bien. On continue avec Evan Kostiou et Thibaut Guernalec, 6 et 7. Je me serais attendu à un petit peu mieux de la part de Guernalec. Il a vraiment souffert sur la fin. Ça, je m'attendais à ce qu'il soit en difficulté sur la fin de parcours. Mais sur la première partie de parcours, je m'attendais à un peu mieux de la part de Thibaut Guernalec. Donc un petit peu déçu. Enzo Paleni, 8e. Clément Davy, 9e. Et puis la belle performance, le premier amateur, c'est Mathias Ribeiro da Cruz, le coureur de Mayenne VNB Montbana, qui a fait une très très belle performance. Deuxième du chrono de Chantenay sur la route vendéenne. Troisième sur le chrono également du Tour du Loiret. Donc voilà, il a fait quelques belles performances depuis le début de saison. Lui qui a 22 ans. Moi, si j'étais patron de Arkea, patron d'une équipe française, je m'intéresserais à Mathias Ribeiro da Cruz, même s'il ne fait pas partie d'une continentale. Je trouve quand même que ce qu'il a fait, faire 10e parmi les élites, solide, hein, au classement. Moi, si j'étais manager d'équipe, genre René Bernaudot ou autre, je m'intéresserais à ce coureur, parce qu'il m'a l'air d'avoir un bon petit potentiel. Alors, grand gabarit, bon petit potentiel, je pense, pour Mathias Ribeiro da Cruz. L'année dernière, il a fait combien au championnat de France? Je ne sais pas si j'avais la performance. 38e, en plus, c'est une belle progression. Hein. Il avait fini 19e au championnat U23. Non, mais là, il a fait un super chrono. Et pour une grande carcasse comme ça, il a fini très fort. Ouais, vraiment bien, Ribeiro da Cruz. Il finit quand même devant Eddy Louis-Touze, devant Clément Berthet, devant Lenny Martinez. Donc non, vraiment une belle performance. Devant Samuel Leroux également. Deuxième chez les amateurs, c'est Baptiste Gillet, qui a été pendant très longtemps en tête. Et Johan Payot, lui, finit 16e et 3e. Baptiste Gillet, là également, 18 ans. Belle perf à cet âge-là. Et il avait remporté, lui, le chrono de la route vendéenne. Donc belle perf pour coureur qui était encore dans les rangs juniors il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ouais, très intéressant Baptiste Gillet. Rudy Mollard 17e, Corentin Hermenot un petit peu compliqué avec son grand gabarit dans la fin, c'est pas le meilleur grimpeur du peloton. Bastien Tronchon qui finit loin, mais on a vraiment eu le sentiment que chez AG2R il était là pour faire le quota, on va dire. Julien Lino, Nice Métropole Côte d'Azur, est-ce que je reparle de cette équipe? Chez Total Energy, on avait mis Paul Ourselin, pas dingue non plus. Assez déçu également de Alexis Goujard, seulement 42e. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit souci mécanique pour Alexis Goujard? Parce que voilà, il a vraiment souffert sur la fin. Et je pense que son objectif, c'était de faire un bon chrono pour montrer ce qu'il valait pour les professionnels, et il a vraiment souffert. Donc voilà, dommageable
pour lui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve donc samedi pour la course des filles, dimanche pour la course des garçons. Ça va être du costaud, ça va être du lourd, ça va être très compliqué. Ça va être pour les punchers. Et moi, chez les filles, attention à éviter la musique. Et chez les garçons, il y a du monde. Il y a du monde au balcon. Certes, Julien Lafilippe, ils sont que 3 au départ. Pas négliger un Romain Grégoire, même si c'est peut-être un peu long pour lui. Mais ouais. Et ça va être long, mais en même temps, c'est peut-être le parcours des championnats de France en ligne qui est le plus court depuis 10 ans. Donc ça peut être intéressant, mais ouais, il y a des coureurs qui peuvent. Axel Zinglet également sur un parcours comme ça. Victor l'a fait aussi chez Cofidis. Ça peut être une course très intéressante pour ces coureurs-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. TikTok. Moi, je prépare le Tour de France. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!